Le 3 août était censé être le jour le plus heureux de ma vie entière. J'avais passé des mois à planifier chaque détail avec ma femme Chloé. Nous ne voulions pas d'un événement massif et chaotique. Nous voulions de l'intimité. Nous avions exactement 43 invités, un jazz doux en arrière-plan, et le lieu était éclairé juste comme il faut avec ses guirlandes lumineuses ambrées chaleureuses qui faisaient ressembler le tout à un rêve. Chloé était incroyable. Elle ressemblait à quelqu'un sorti tout droit d'un film classique, portant une robe simple mais absolument parfaite. Je me souviens m'être tenu là, regardant la pièce et ressentant cette immense vague de fierté. J'avais travaillé d'arrache-pied pendant des années. J'avais fait des heures supplémentaires, enduré des journées éreintantes au cabinet, lutté bec et ongles pour une promotion récente, et m'étais nourri de nouilles instantanées juste pour économiser assez de mon salaire afin de m'offrir ce jour sans m'endetter. J'avais enfin réussi à faire quelque chose de ma vie, et je pensais que, pour une fois dans mes 32 ans d'existence, j'avais le droit de célébrer cela. J'avais le droit d'être le centre de l'attention. Mon jeune frère, Arthur, ne l'a pas vu de cette oreille. Il est arrivé en retard. Honnêtement, cela aurait dû être mon tout premier indice que la nuit allait prendre une tournure sombre. La cérémonie principale était déjà terminée. Nous passions à la réception lorsqu'il a franchi les lourdes portes en chêne. Il portait cette veste de créateur tapa accent graveleuil et ridicule qui semblait plus adaptée à une boîte de nuit de Miami qu'à un mariage chaleureux dans le nord de l'État de New York. Il n'est pas venu me dire bonjour. Il n'a pas félicité Chloé. Il n'a même pas esquissé un sourire. Il est allé droit au bar, a attrapé une coupe pleine de champagne et a trouvé un coin sombre au fond de la pièce. J'ai croisé son regard exactement une fois, et il m'a regardé à travers moi comme si j'étais un parfait étranger. Pour n'importe qui d'autre dans cette pièce, on aurait pu croire qu'il faisait simplement la tête. Il avait 22 ans, après tout. Mais je connaissais Arthur. J'avais passé ma vie entière à gérer Arthur. Ce silence lourd et menaçant n'était pas juste un caprice de gamin. C'était le prélude à la tempête. Il a attendu le toast. C'était le moment le plus cruel qu'il aurait pu choisir. Je venais de me lever, tapotant mon verre. La pièce est devenue silencieuse. Les gens souriaient, tenant leur verre. J'ai commencé à remercier tout le monde d'être venu, parlant du voyage que Chloé et moi avions accompli, parlant de construire une vie avec quelqu'un qui vous apporte une paix absolue. Arthur s'est levé lui aussi. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose de gentil. J'ai cru que peut-être, juste peut-être, il allait porter un toast en tant que frère. Mon verre était encore à mi-chemin de ma bouche. C'est alors qu'il a jeté son verre. Le champagne a volé en une courbe lumineuse parfaite sous les guirlandes et a explosé juste contre la table des desserts. Le lourd verre en cristal a brisé une photo encadrée de Chloé et moi souriant sur une falaise à Maui. Le bruit du verre brisé a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Avant même que quiconque ne puisse réaliser ce qui venait de se passer, Arthur s'est jeté en avant. Il a attrapé le bord de la table qui soutenait notre gâteau de mariage et l'a poussé de tout le poids de son corps, comme s'il renversait une table dans une bagarre de bar. Le gâteau ne s'est pas seulement renversé. Il s'est violemment écrasé. 3 étages de génoise délicate à la vanille, de sucre d'art personnalisé et de fleurs fraîches se sont étalés et écrasés sur le parquet. Il se tenait là, la respiration lourde, me fixant droit dans les yeux, et a hurlé assez fort pour que les voituriers dehors l'entendent, « C'est ce que tu mérites pour te prendre pour quelqu'un de meilleur. » Le silence qui a suivi était étouffant. C'était plus lourd qu'un enterrement. Je pouvais littéralement entendre le téléphone de quelqu'un vibrer dans un sac à main à 3 tables de là. Quelques invités regardaient autour d'eux sous le choc, espérant que c'était une mauvaise blague élaborée. Ce n'en était pas une. Ma mère, Hélène, a immédiatement couru vers Arthur. Elle n'a pas regardé mon gâteau ruiné. Elle n'a pas regardé ma femme dévastée. Elle a entouré de ses bras mon frère de 22 ans comme s'il venait d'être agressé. Il a juste besoin de se défouler, a-t-elle annoncé à la pièce en lui frottant le dos. Les parents de Chloé me fixaient avec une incrédulité totale. Mon témoin, Thomas, est resté figé sur place. Même le groupe de jazz a cessé de jouer. Il n'y a eu aucune excuse, aucun remords. Arthur a juste mis ses mains dans ses poches et a franchi les portes d'entrée comme s'il venait de gagner un prix. Je n'ai pas dit un seul mot. Non pas parce que je n'avais pas 1 million de choses qui me hurlaient dans la tête, mais parce que je savais que ce n'était pas l'endroit pour les dire.
Je n'allais pas le laisser transformer ma réception de mariage en son tribunal personnel. J'ai souri, j'ai serré Chloé contre moi, je lui ai chuchoté quelques mots doux et j'ai fait un signe de tête au coordinateur, Julien, pour qu'il relance la musique. Le reste de la nuit s'est traîné. Les gens essayaient d'être polis, faisant semblant que la géante tache de glaçage sur le sol n'était pas là, mais le souvenir était déjà gravé dans le cerveau de tout le monde. Quand nous sommes enfin rentrés ce soir-là, Chloé était incroyablement silencieuse. Elle s'est assise sur le bord du lit et m'a demandé si j'allais bien. Je l'ai regardée, j'ai pris une grande inspiration et je lui ai dit que j'allais tout à fait bien. Je n'allais pas bien, bien sûr. J'étais furieux, mais plus encore, j'étais concentré avec une clarté froide et calculatrice que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pendant qu'elle se changeait, j'ai pris place à l'îlot de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté au portail de l'université. J'ai trouvé la page du versement des frais de scolarité pour le semestre à venir. Celui que j'avais payé de ma propre poche pour Arthur tout juste 3 semaines plus tôt. En 2 clics, j'ai annulé le paiement. 9 400 $ envolés, renvoyés directement sur mon compte. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet. Je suis allé sur le portail de location en ligne pour l'appartement de luxe en centre-ville dont j'avais bêtement co-signé le bail pour lui. J'ai verrouillé le compte de résident et j'ai marqué le mode de paiement pour examen immédiat. Aucune approbation, aucun prélèvement automatique de loyer. Le contrat de location était désormais gelé de mon côté, et son loyer était dû dans exactement 5 jours. J'ai refermé l'ordinateur portable. Les véritables retombées n'avaient même pas encore commencé, mais le piège était tendu. J'étais loin de me douter que ce n'était que le premier domino d'une réaction en chaîne qui allait déchirer ma famille entière. À exactement 8h40 le lendemain matin, mon téléphone s'est mis à vibrer sur la table de chevet. C'était Arthur. J'ai fixé son nom qui clignotait sur l'écran, ne ressentant absolument rien. Je n'ai pas répondu, je l'ai laissé sonner. 30 secondes plus tard, un barrage de SMS a commencé à affluer. C'est quoi ce bordel? Pourquoi le portail est verrouillé? Je ne peux pas accéder au compte de mon appartement. C'est toi qui as fait ça? Je regardais simplement les bulles de texte s'afficher les unes après les autres. Je n'ai pas tapé une seule lettre en réponse. Ce matin-là n'était la fin de rien. C'était le début absolu d'un règlement de compte qui aurait dû avoir lieu depuis des années. Au moment où Arthur a envoyé son 6e message, il avait abandonné son air de confusion innocente. Son dernier message disait simplement « Règle ça tout de suite ». J'ai jeté le téléphone sur le lit et je suis allé dans la cuisine pour préparer du café. Alors que les grains s'écrasaient dans la machine, mon esprit a dérivé vers un incident survenu quelques mois plus tôt, qui aurait dû me servir de signal d'alarme. Arthur m'avait appelé un mardi après-midi, pleurant toutes les larmes de son corps parce que sa Honda Civic délabrée était tombée en panne sur l'autoroute. Je lui avais déjà prêté 1 200 $ en avril pour réparer la transmission, de l'argent que je savais que je ne reverrais jamais. Mais cette fois, il ne voulait pas d'argent pour les réparations. Il m'a dit qu'il avait besoin d'une voiture complètement neuve, et pas n'importe laquelle. Il avait le culot de m'envoyer un lien vers un Porsche Macan d'occasion, mais toujours ridiculement cher. Quand j'ai ri et lui ai demandé comment diable il comptait le payer, il est resté muet. Puis il a sorti son numéro de manipulation habituel, « Lucas, tu sais bien que maman et papa ne peuvent pas se le permettre. Tu viens d'avoir ce bonus énorme au travail. Les voitures ordinaires ne sont pas sûres pour moi, mec. Ça me stresse de conduire des épaves. Tu dois m'aider. C'est un investissement pour mon avenir. » Je lui ai dit non. Je lui ai dit que j'économisais pour mon mariage et qu'il devait trouver un emploi à temps partiel comme n'importe quel étudiant normal. Il m'a raccroché au nez et pendant 2 semaines, mes parents m'ont culpabilisé sans relâche. C'est ton frère, Lucas. Tu as le salaire pour l'aider. Pourquoi te montres-tu si égoïste? Ils m'ont usé, comme toujours. Je n'ai pas acheté le Porsche, mais j'ai fini par payer le reste de son prêt auto sur la Honda pour qu'il puisse faire une reprise. J'étais toujours le distributeur de billets. J'étais le filet de sécurité. Si Arthur manquait les cours et perdait sa bourse, c'était moi qui signais le chèque pour qu'il reste inscrit. Si Arthur faisait trop la fête avec des gens 2 fois plus âgés que lui et ne pouvait pas payer son loyer, c'était moi qui couvrais les frais de découvert. C'était moi qui le sortais d'affaires pour des locations de vacances ratées, lui envoyant 500 $, juste jusqu'à vendredi, ce qui se transformait toujours en 4 semaines de silence radio complet.
J'ai versé une tasse de café noir et me suis appuyé contre le comptoir. S'il savait ce que j'avais fait sur mon ordinateur la nuit précédente, s'il savait que j'avais enfin coupé les fils de la marionnette, la réaction serait nucléaire. L'époque où je sacrifiais ma propre stabilité pour financer ces délires de grandeur était officiellement révolue. J'ai pris une gorgée de café chaud. Cela avait le goût de la liberté, mais je savais que la paix ne durerait pas. Le dragon était sur le point de se réveiller. Vers midi, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Arthur. C'était ma mère, Hélène. J'ai regardé sa photo de contact illuminer l'écran, ressentant un serrement familier dans la poitrine. C'était le même nœud d'anxiété que je ressentais depuis l'adolescence, la réponse conditionnée d'un fils qui savait qu'il allait se faire gronder pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Je l'ai laissé sonner dans le vide. Je ne pouvais tout simplement pas supporter le son de sa voix à ce moment-là. 2 minutes plus tard, une notification est apparue, un nouveau message vocal. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur, je l'ai posé sur la table basse et je me suis assis sur le canapé avec Chloé. Lucas, sa voix grésillait à travers le haut-parleur, essoufflée et dramatique. Je ne sais pas pourquoi tu ne réponds pas au téléphone, mais ton frère est complètement hystérique. Il dit que tu l'as bloqué sur le portail de son bail et que tu as fait quelque chose pour ses frais de scolarité. S'il te plaît, dis-moi que c'est un malentendu. Il est très contrarié, Lucas. Il se sent complètement abandonné par toi. Tu dois me rappeler immédiatement pour que nous puissions régler cela. C'est la famille. J'ai fixé le téléphone alors que le message se terminait. L'ironie pure et inaltérée de tout cela me faisait bouillir le sang. Abandonné. Il se sentait abandonné. Il n'était pas abandonné quand j'avais co-signé ce bail de luxe parce que son crédit était catastrophique. Il n'était pas abandonné quand j'avais vidé mes économies pour payer ses frais de scolarité. Il n'était pas abandonné quand je couvrais ses erreurs infinies. Mais au moment où mon mariage, le seul jour qui était censé concerner Chloé et moi, a été violemment détruit, personne n'a appelé pour demander comment je me sentais. Personne n'a appelé pour voir si Chloé pleurait. Personne n'a vérifié si le traiteur nous avait facturé les dégâts. Il se souciait seulement du fait que l'enfant chéri soit momentanément incommodé. Je sentais ma mâchoire se serrer si fort que mes dents me faisaient mal. Une veine épaisse battait contre ma tempe. « Tu y crois à ça ?» ai-je chuchoté, la voix rauque. Pas un mot sur le gâteau. Pas un mot sur le fait qu'il ait ruiné notre réception. Chloé s'est approchée et a doucement posé sa main sur la mienne. Elle n'a rien dit, mais sa prise était ferme, m'ancrant dans le présent. J'ai réalisé à cet instant que j'avais passé ma vie entière à essayer d'obtenir l'approbation de ma mère en étant le responsable, celui qui répare tout. Mais c'était un jeu truqué. Peu importe la part de mon salaire que je donnais, peu importe le nombre d'incendies que j'éteignais, Arthur serait toujours la victime et je serais toujours le méchant dès l'instant où je cesserais de payer. J'ai pris le téléphone et j'ai supprimé le message vocal. Je ne lui ai pas répondu par message. Je n'ai pas appelé. J'ai tracé une ligne ferme dans le sable, juste là, dans mon salon. Je ne participais plus à leur dynamique tordue. Mais les ignorer n'allait jamais suffire. Quand on coupe les vivres à un parasite, il ne s'en va pas tranquillement. Il attaque. Et Arthur était déjà en route. Il a fallu exactement 2 jours à Arthur pour réaliser que je n'allais pas répondre à ses messages ni aux messages vocaux paniqués de ma mère. Le mardi après-midi, alors que j'étais assis dans mon bureau à la maison en pleine conférence téléphonique, la paix de notre appartement a été brisée par des coups agressifs et rythmés sur notre porte d'entrée. Ce n'était pas un coup normal. C'était fort, incessant et puéril, comme un enfant qui fait une colère en essayant de déclencher une bagarre. J'ai immédiatement coupé mon micro. Chloé, qui ne travaillait pas ce jour-là, est sortie de la chambre, les yeux écarquillés. Elle a regardé par le Judas, et son expression s'est instantanément durcie. Elle s'est retournée vers moi et a mimé avec ses lèvres, c'est lui. Les coups ont continué, Lucas, ouvre cette foutue porte. Je sais que tu es là. La voix d'Arthur était étouffée à travers le bois lourd, mais l'arrogance dans son ton était limpide. J'ai commencé à me lever de mon bureau, tout à fait prêt à l'affronter, mais Chloé a levé la main, me faisant signe de ne pas bouger. Elle a pris une grande inspiration, a déverrouillé le verrou de sécurité et a entrouvert la porte de quelques centimètres seulement, laissant la chaîne de sécurité attachée. « Qu'est-ce que tu veux, Arthur ?» a demandé Chloé. Sa voix était de glace,
totalement dépourvue de la chaleur habituelle qu'elle réservait à la famille. Arthur ne l'a même pas calculé. Il a essayé de pousser la porte plus grand, mais la chaîne a retenu le coup. Où est-il? Dis-lui de venir ici. J'ai 5 jours pour payer mon loyer, et mon portail est bloqué. Il n'a pas le droit de me faire ça. Lucas travaille, a répondu Chloé, sans bouger d'un pouce. Et il a tous les droits. Tu as détruit notre mariage. Pensais-tu vraiment qu'il n'y aurait pas de conséquences? Des conséquences, a ricané Arthur, son visage devenant rouge. Je suis son frère. Il a l'obligation morale de m'aider. J'ai claqué tout l'argent de mon boulot d'été parce que je savais que mes frais de scolarité étaient couverts. Il ne peut pas tout retirer sans prévenir. Je vais prendre un avocat. Je connais mes droits. J'étais assis dans mon bureau à écouter ce cirque absolu. Un avocat? Il ne pouvait même pas s'offrir des courses sans mon aide, et encore moins payer des honoraires d'avocat. De plus, j'avais lu chaque ligne de ce contrat de location. J'étais le garant principal sur le compte. Il était simplement répertorié comme résident. Légalement, je détenais toutes les cartes. J'avais le pouvoir de couper le cordon, et je l'avais déjà fait. Tu n'as pas d'avocat, Arthur, a dit Chloé, sa voix baissant d'un octave, dégageant une autorité pure. Et tu n'as plus de frère pour te financer. Si tu te pointes encore à ma porte en te comportant comme un voyou, j'appelle la police et je te fais expulser pour violation de domicile. Tu m'as comprise? Avant qu'il ne puisse bégayer une autre excuse pathétique ou une menace, Chloé a refermé la porte d'un coup sec et a verrouillé le verrou de sécurité avec un clic fort et satisfaisant. Elle est restée là une seconde pour reprendre son souffle, puis est entrée dans mon bureau. Nous nous sommes regardés. Aucun mot n'était nécessaire. La ligne avait été tracée et Chloé tenait le bouclier. Mais Arthur n'était pas assez intelligent pour battre en retraite. Il a couru droit chez ses protecteurs. Le mercredi soir, les attaques physiques ayant échoué, la guerre psychologique a commencé. Mon téléphone a vibré sur la table basse. Ce n'était pas un message d'Arthur. C'était une notification m'indiquant que j'avais été ajouté à une nouvelle conversation de groupe. Mon père, Gérard, l'avait créée. Il nous avait ajoutés, Chloé, ma maman, Arthur et moi, dans un tourbillon numérique chaotique. Son message d'ouverture était un chef-d'œuvre de manipulation psychologique. Prenons tous une grande inspiration et parlons honnêtement, sans crier ni nous bloquer. Nous sommes toujours une famille. Nous devons nous soutenir les uns les autres. J'ai ricané, montrant l'écran à Chloé. Arthur est intervenu presque instantanément, attendant visiblement son signal. Il ne s'est pas excusé. À la place, il s'est lancé dans un manifeste de plusieurs paragraphes en jouant les victimes absolues. Il a dit qu'il était blessé. Il a prétendu qu'il avait agi ainsi au mariage parce qu'il se sentait invisible et submergé par mon besoin constant de me pavaner. Il a littéralement écrit « Lucas me frotte sa réussite et son salaire sous le nez depuis des années. Je voulais juste que quelqu'un reconnaisse à quel point je me sentais oublié. Je souffre d'anxiété. » J'ai lu ces mots 2 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Il avait détruit un gâteau de mariage, agressé la salle avec un verre, ruiné nos souvenirs, et son excuse était que ma réussite lui provoquait de l'anxiété. Puis ma mère s'est jointe à la mêlée. Tu vois, Lucas, ton frère souffre. Il traverse une période de transition très difficile. Il est temps pour toi d'être plus intelligent. Avance et pardonne-lui pendant qu'il se cherche encore. Tu dois débloquer ses comptes. C'est toujours ton petit frère. Ils étaient totalement délirants. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti au sein d'une dynamique familiale. Il s'attendait à ce que j'avale l'humiliation, que j'ouvre mon portefeuille et que je lui tapote la tête. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit était incroyablement clair. Je n'allais pas écrire un paragraphe. Je n'allais pas expliquer mes sentiments. J'ai simplement tapé exactement 3 phrases, ce n'est pas un bébé. Il a 22 ans et il doit apprendre le coup douloureux du manque de respect. J'ai appuyé sur envoyer. Immédiatement après l'envoi de mon message, une notification est apparue en bas de l'écran, Chloé a quitté le groupe. J'ai souri. J'aimais ma femme. J'ai posé le téléphone. Il y a eu un silence total sur le groupe après cela. Personne n'a répondu.
Aucune petite bulle de saisie n'est apparue, juste cette étrange et lourde tension numérique qui semble parfois bien plus bruyante que des cris réels. Ils ont réalisé, peut-être pour la toute première fois, que la culpabilisation ne fonctionnait plus. Le distributeur de billets était fermé, le coffre-fort était verrouillé, et la famille que je pensais avoir était officiellement morte pour moi. Mais si je pensais qu'ils allaient abandonner facilement, je me trompais lourdement. Ils étaient juste en train de se regrouper. 2 jours plus tard, le premier véritable domino est tombé. J'ai reçu un email de Vincent, le gestionnaire immobilier de l'immeuble d'Arthur en centre-ville, parce que j'avais gelé le portail de paiement et signalé le compte. Arthur avait manqué la date limite stricte pour son loyer. Vincent, un homme carré qui traitait avec des étudiants gâtés pour gagner sa vie, ne plaisantait pas. L'email était une notification formelle, le contrat de location était officiellement en défaut, et la procédure d'expulsion commençait à moins que le solde ne soit réglé dans les 48 heures. Je n'ai pas bougé le petit doigt. Je n'ai pas transféré l'email à Arthur. Je n'ai pas prévenu mes parents. J'ai juste laissé brûler. Le vendredi soir, le bouche à oreille m'a apporté d'excellentes nouvelles. Mon cousin Mathieu, qui avait toujours l'oreille attentive concernant les drames familiaux, m'a envoyé un message, « Et mec, je me suis dit que tu devrais savoir. » Arthur emballe ses affaires de son appartement. Il n'a pas pu trouver de sous-locataire et l'agence de gestion le jette dehors. Il perd la tête. J'ai lu le texte assis sur le balcon avec Chloé. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet. Une brise fraîche soufflait sur la ville. Pour la première fois depuis des lustres, un poids énorme s'est physiquement soulevé de ma poitrine. Je n'avais plus à m'inquiéter de savoir si Arthur avait laissé la cuisinière allumée ou s'il organisait des fêtes qui se solderaient par des frais de dégâts facturés sur ma carte de crédit. Ce n'était plus mon problème. Vincent m'a contacté plus tard cette semaine-là pour les derniers documents visant à dissoudre ma responsabilité. Comme j'étais le garant qui avait initié le gel, et que j'avais payé une petite pénalité pour rompre le bail proprement de mon côté, mon dossier de crédit est resté totalement intact. Arthur, en revanche, avait une expulsion inscrite à son dossier de location permanent. Bon courage pour trouver un appartement de luxe maintenant. J'ai versé 2 verres de vin rouge, j'en ai tendu un à Chloé, et nous avons fait teinter nos verres. Nous n'avons pas fait de fête, mais la satisfaction tranquille de ce moment était enivrante. C'était une petite victoire, un goût de justice qui semblait incroyablement doux après des mois de manque de respect. Nous sommes restés assis là à boire du vin bon marché, à parler de notre avenir et à savourer le silence profond d'une vie sans les urgences constantes d'Arthur. J'expérimentais enfin la liberté financière et émotionnelle que j'avais méritée. Mais au fond de mes tripes, je savais qu'Arthur ne s'effacerait pas tranquillement dans le décor. Un narcissique n'accepte jamais la défaite sans essayer de vous entraîner dans sa chute. Le sommet absolu du délire d'Arthur est arrivé exactement une semaine après qu'il a été contraint de quitter son appartement. C'était un samedi matin. Chloé et moi étions dans la cuisine en train de faire des crêpes, riant d'un film que nous avions regardé la veille. Mon téléphone a vibré avec une notification. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, m'attendant à un email du travail. À la place, c'était une alerte de Venmo, Arthur vous a demandé $1800. Je me suis figé. J'ai littéralement arrêté de retourner la crêpe. J'ai ouvert l'application, mon cerveau luttant pour assimiler une telle audace. Dans le motif de la transaction, Arthur avait écrit « Pour le gâteau de mariage et le cadre photo brisé ». Lol. Disons qu'on est quitte. J'ai fixé l'écran. Il ne demandait pas de l'aide. Il exigeait un remboursement pour les objets qu'il avait intentionnellement détruits, agissant comme si le fait de l'expulser de son appartement était une transaction qui signifiait que je lui devais de l'argent pour équilibrer la balance. Le « lol » à la fin était la cerise sur le gâteau de ce délire psychotique. Je n'ai même pas réagi avec colère cette fois. C'était tellement au-delà de l'offensant que cela en devenait purement comique. Je me suis mis à rire, un rire sec et creux, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» a demandé Chloé, en essuyant de la farine sur ses mains. Je n'ai pas dit un mot. J'ai déverrouillé mon téléphone et le lui ai tendu. J'ai regardé ses yeux parcourir l'écran. Le léger sourire sur son visage s'est évanoui, remplacé par un regard de dégoût profond. Sa mâchoire s'est serrée. Incroyable, a-t-elle marmonné. Il pense vraiment que c'est un jeu. Tu me laisses faire les honneurs, m'a-t-elle demandé en désignant le téléphone. Chloé n'a pas hésité.
Elle n'a pas écrit une longue réponse émotionnelle. Elle n'a pas discuté. Elle a simplement appuyé sur le bouton « Refuser ». Mais avant d'appuyer sur « Confirmer », elle a tapé une brève note dans le champ de réponse. Je me suis penché au-dessus de son épaule pour voir ce qu'elle écrivait. « Tu ne peux pas te payer nos services. Grandis un peu. » Elle a envoyé. 15 minutes plus tard, j'ai vérifié mes réseaux sociaux et mes contacts. Arthur nous avait bloqués universellement sur chaque plateforme, Instagram, Facebook, e-message, même LinkedIn. Les poubelles s'étaient triées d'elles-mêmes. Nous n'avions pas eu à le bloquer, son ego fragile n'avait pas supporté d'être rejeté aussi cavalièrement. Bon, ai-je dit, reposant le téléphone et retournant vers la cuisinière. J'imagine que c'est la fin de tout ça. Je pensais que cette demande Venmo était son dernier souffle désespéré pour attirer l'attention. Je pensais que le fait d'être bloqué signifiait qu'il se retirait pour panser ses blessures. Je me trompais. Cette demande d'argent dérisoire n'était qu'une distraction. En coulisses, Arthur préparait une attaque bien plus grande et bien plus publique. N'ayant pu gagner la bataille financière, il avait décidé de détruire ma réputation à la place. Le week-end suivant correspondait au 60e anniversaire de mon père. Dans des circonstances normales, Chloé et moi aurions été présents, apportant un cadeau coûteux, affichant des sourires de façade et faisant semblant d'être la parfaite famille américaine. Mais après l'incident de la conversation de groupe, nous n'avions même pas répondu à l'invitation. Nous avons passé la journée à faire de la randonnée dans un parc d'État, complètement déconnecté de cette bulle toxique. Cependant, nous n'avions pas besoin d'être là pour savoir exactement ce qui s'était passé. Mon cousin Mathieu, qui était pour ainsi dire mon reporter infiltré derrière les lignes ennemies, m'a tenu au courant par SMS tout au long de la soirée. D'après Mathieu, la fête s'est déroulée dans un bon restaurant de grillade en centre-ville. Arthur est arrivé avec une heure de retard, fidèle à lui-même, mais il ne s'est pas présenté l'air vaincu ou humble après sa récente expulsion. Au contraire, il est entré dans le restaurant d'un pas fier, vêtu d'un costume en lin blanc sur mesure qui ressemblait étrangement à une tenue de mariage. C'était un doigt d'honneur flagrant et calculé à Chloé et moi. Mais il n'était pas seul. Il avait une fille à son bras, une blonde nommée Léa, qu'il avait apparemment rencontrée seulement 3 semaines plus tôt. Tout au long du dîner, Arthur s'est assuré d'être la personne la plus bruyante de la table. Il n'a pas parlé de trouver un travail. Il n'a pas mentionné où il logeait. À la place, il a passé la nuit entière à se vanter bruyamment auprès de la famille élargie de son prochain grand projet. Il n'arrête pas de dire que de grandes choses arrivent, m'a envoyé Mathieu par message, accompagné d'une photo volée d'Arthur tenant un verre de vin avec un air incroyablement suffisant. Il a dit à tante Suzanne qu'il se lançait dans le secteur des médias. Il agit comme s'il était sur le point de devenir millionnaire. Léa se contente de hocher la tête comme s'il était Steve Jobs. Je me suis assis sur une bûche dans les bois en lisant ces messages, ressentant un mélange d'inquiétude et de méfiance. Le secteur des médias. Arthur ne pouvait même pas gérer un compte TikTok sans se lancer dans des disputes ridicules dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il pouvait bien lancer? Est-ce que maman ou papa ont dit quelque chose sur son expulsion, ai-je envoyé en retour? Non, a répondu Mathieu instantanément. J'ai mis le téléphone dans ma poche et j'ai regardé Chloé, qui buvait à sa bouteille d'eau. Arthur mijote quelque chose, lui ai-je dit. Il raconte à tout le monde qu'il lance un grand projet. Chloé a levé les yeux au ciel. Sûrement un système pyramidal. Ne laisse pas ça gâcher notre randonnée. Nous avons continué à marcher, mais je ne pouvais pas me défaire de cette sensation. L'arrogance d'Arthur n'était pas vide cette fois. Cela semblait répété, comme s'il installait un décor. Il avait perdu son appartement. Il avait perdu son distributeur automatique. Et il était acculé. Un narcissique acculé est dangereux parce qu'il n'a plus rien à perdre. Le lundi matin, j'ai découvert exactement quel était son grand projet, et c'était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Le lundi matin, la bombe a explosé. J'étais à mon bureau au cabinet en train de passer en revue des dossiers quand Mathieu m'a envoyé un lien vers une page Instagram. Le nom du compte était une blessure de sang. J'ai cliqué et mon estomac s'est noué instantanément. C'était un podcast animé par Arthur. Le titre du premier épisode s'affichait fièrement dans une police rouge agressive, « Grandir avec l'enfant roi, comment la cupidité de mon frère a détruit notre famille ». Il avait publié une bande-annonce léchée et montée de manière professionnelle sur Instagram et TikTok. J'ai mis mes écouteurs,
les mains tremblant de colère, et j'ai lancé la lecture. La voix d'Arthur est apparue, mais ce n'était pas son ton génial habituel. Il utilisait cette voix douce, grave et dramatique digne d'un narrateur chevronné de documentaires criminels. Je pensais que la famille rimait avec sécurité, résonnait sa voix sur une musique triste au piano. Mais parfois, les personnes les plus toxiques et abusives sont celles qui partagent votre nom de famille. Pendant des années, j'ai été réduit au silence par un frère qui utilisait sa richesse et son salaire pour contrôler chaque aspect de ma vie. Quand j'ai enfin essayé de me libérer, il a tenté de me détruire. Voici mon histoire de survivant de l'abus financier. C'était une fiction pure et dure. C'était tellement théâtral que cela me donnait de la nausée. Il avait déformé le récit si violemment qu'il se peignait en otage de ma générosité. Il omettait complètement la partie où il avait écrasé mon gâteau de mariage. Il présentait l'expulsion comme si je l'avais jeté à la rue au milieu de la nuit pour le punir de dire sa vérité. Mais le pire n'était pas les mensonges. C'était l'engouement. La bande-annonce TikTok affichait déjà 10 000 vues en 24 heures. Les commentaires étaient inondés d'inconnus qui gobaient tout. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé pour ce que tu as traversé. Reste fort, champion. Les frères et sœurs narcissiques sont les pires. Mon sang ne faisait qu'un tour. J'ai été à 2 doigts de créer un compte anonyme pour publier les reçus, les demandes Venmo, les documents de location, les factures de réparation. Mais alors, tandis que la vidéo de présentation se terminait, le coup de grâce ultime a été révélé. Cet épisode vous est présenté par Serena, a annoncé Arthur joyeusement. La thérapie ne devrait pas être un luxe. Utilisez le code promo blessure pour obtenir 10% de réduction sur votre premier mois. J'ai littéralement suffoqué dans mon bureau. Serena, l'application de thérapie en ligne. C'était exactement le même service de thérapie pour lequel j'avais payé un abonnement premium de 6 mois un an plus tôt, quand Arthur m'avait appelé depuis les toilettes d'un bar en pleurant pour une fausse crise de panique. J'avais financé la plateforme même qui sponsorisait maintenant sa campagne pour détruire mon nom. Il avait signé un véritable contrat. Il monétisait ses mensonges à mon sujet. J'ai arraché les écouteurs de mes oreilles et j'ai fixé mon écran, ma vision se brouillant sous l'effet d'une rage pure. Il avait franchi une ligne de non-retour. Mais au lieu de m'emporter, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai réalisé que s'il jouait à un jeu public, je devais jouer à un jeu privé et bien plus redoutable. J'allais découvrir exactement comment il finançait cette production de qualité, car je savais pertinemment qu'il n'avait pas un sou en poche. Quelques jours plus tard, Arthur a envoyé un email. Il a été envoyé directement à mon adresse professionnelle, contournant les blocages de mes comptes personnels. L'objet disait « Parlons ». Le corps de l'email était d'un calme troublant, « J'aimerais qu'on se voie ». Pas de drama, juste une discussion. J'ai des choses à te dire. Je pense que tu seras fier de moi. Fier de lui, après qu'il ait lancé un podcast me traitant d'abuseur financier. C'était un piège grossier. Il voulait probablement enregistrer notre conversation pour s'en servir de matière pour son prochain épisode. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai transféré l'email à Chloé avec la note « Il commence à manquer de contenu ». Cet après-midi-là, Mathieu m'a appelé pendant ma pause déjeuner. « Mec, j'ai creusé un peu », a dit Mathieu, la voix basse comme s'il partageait des secrets d'État. « Tu sais comment Arthur se paie soudainement du temps en studio et des costumes de luxe ?»« Oui », ai-je dit, m'adossant à mon fauteuil de bureau. Je supposais qu'il avait maximisé une nouvelle carte de crédit. « Non », a répondu Mathieu. Il s'est réinscrit à la fac à temps partiel et il n'a pas pris de prêt. Ma mère parlait à tante Hélène hier. Hélène a fait une gaffe. Elle s'est vantée que Arthur reprenait sa vie en main et qu'il s'était occupé de ses frais de scolarité. Je me suis redressé. Attends, quoi? Mes parents ont payé ses frais de scolarité? Les 9 400 $? Oui. De leur poche. Et ce n'est pas tout. Léa, la nouvelle petite amie. Elle a laissé échapper au dîner d'anniversaire qu'Arthur logeait dans un très joli Airbnb à long terme en attendant de trouver un nouvel endroit. Devine qui paie pour ça? Mon esprit tournait à toute vitesse. Pendant toute ma vie d'adulte, littéralement depuis ma première fiche de paie, mes parents me chantaient la même rengaine misérable, « Nous sommes fauchés, Lucas. Le prêt de la maison nous tue. Nous n'avons pas d'économie. Nous ne pouvons pas aider Arthur. C'est à toi de le faire. »
Il m'avait fait culpabiliser pour que je vide mes propres comptes afin de couvrir les bêtises d'Arthur sous prétexte qu'il vivait au moins le mois. Mathieu, ai-je dit lentement, une réalisation glaciale m'envahissant. Tu es en train de me dire que mes parents avaient de l'argent tout ce temps. On dirait bien, a dit Mathieu d'un ton sombre. Hélène a mentionné avoir pioché dans un fonds d'urgence qu'il gardait pour les coups durs. Un fonds d'urgence. Un fonds auquel il n'avait jamais touché quand Arthur avait détruit sa voiture. Un fonds auquel il n'avait jamais touché quand Arthur avait besoin d'argent pour son loyer. Un fonds qu'ils avaient gardé parfaitement caché pendant qu'ils me regardaient faire des heures supplémentaires, stressé pour mes factures et sacrifier mes propres économies pour maintenir à flot leurs précieux enfants chéris. Ils avaient militarisé mon sens du devoir pour protéger leur propre compte bancaire. J'ai raccroché avec Mathieu, ressentant un sentiment de trahison profond et glacial. C'était pire que tout ce qu'Arthur avait fait. Arthur n'était qu'un enfant gâté qui faisait des siennes. Mes parents étaient les architectes de l'abus. C'était eux qui tiraient les ficelles. Je n'avais pas seulement un problème de frère. J'avais un système familial profondément corrompu. Et tandis que je restais là à mesurer l'ampleur de leurs mensonges, j'ai réalisé qu'il me fallait des preuves solides. Je devais les acculer. Loin de m'en douter, ils allaient se livrer d'eux-mêmes directement sur mon pas de porte. Ce soir-là, la tension dans l'air était palpable. Je venais de raconter à Chloé tout ce que Mathieu avait découvert sur ce fonds d'urgence secret. Nous étions assis au comptoir de la cuisine en train de dîner tranquillement, digérant la trahison. Le soleil s'était couché et l'appartement était silencieux. C'est alors que la sonnette a retenti. Ce n'était pas un coup discret. C'était un bourdonnement long et continu. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone. Mon cœur a manqué un battement. Plantés sur le pas de notre porte, l'air parfaitement innocent sous la lumière jaune du Porsche, se trouvaient mes parents, Gérard et Hélène. Sans prévenir, a marmonné Chloé, ses yeux se plissant en regardant mon écran. Ils nous tendent un piège. Ils sont là pour une raison, ai-je dit en me levant. Laisse-les entrer, mais ne leur offre rien. Même pas de l'eau. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai entr'ouverte, laissant ma main sur la poignée. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste gardé mon regard fixé sur eux. Mon père a fait un petit signe de la main gênée et trop enthousiaste, comme s'il passait nous rendre une tondeuse à gazon. Ma mère tenait son lourd sac à main en cuir serré contre son épaule, sa mâchoire contractée de manière déterminée. Lucas. Salut, mon chéri, a dit ma mère d'une voix qui dégoulinait de douceur artificielle. Nous savons qu'il est tard, mais nous avons vraiment besoin de te parler calmement, en famille. Vous avez exactement 3 minutes, ai-je dit, la voix neutre. Ils n'ont pas écouté. Mon père a fait un pas en avant, se frayant un chemin pour dépasser le hall d'entrée. Ma mère l'a suivi de près. Ils sont entrés dans le salon comme s'ils possédaient l'endroit. Chloé se tenait dans la cuisine. Elle ne s'est pas approchée pour les saluer. Elle s'est contentée de croiser les bras sur sa poitrine, s'appuyant contre le comptoir, et a foudroyé ma mère du regard. Chloé n'allait pas jouer le jeu des faux sourires. Tout le monde dans cette pièce savait exactement où elle se situait. Écoute, a commencé mon père, se frottant nerveusement les mains. Nous savons que les choses ont été tendues, et nous savons que tu es contrarié par la petite émission internet d'Arthur, mais il traverse une période de transformation, Lucas. Il regrette profondément ce qui s'est passé au mariage, même s'il ne sait pas comment l'exprimer. Il le regrette tellement qu'il a lancé un podcast me traitant d'abuseur, ai-je répliqué, sans ciller. C'est juste sa façon de gérer le traumatisme, est intervenue ma mère, s'approchant. Tu ne devrais pas le prendre si personnellement. Il trouve sa voie, mais il a besoin de stabilité en ce moment. Cet Airbnb dans lequel il se trouve est trop cher pour que nous continuions à le payer. La gaffe était là. Ils admettaient qu'il payait pour sa vie. Ma mère a pris une grande inspiration et a porté le coup de grâce, la véritable raison pour laquelle ils avaient violé mon sanctuaire. Nous voulons qu'Arthur s'installe dans ta chambre d'amis. Juste temporairement. Juste le temps qu'il se retourne et que son podcast décolle. C'est la bonne chose à faire, Lucas. Tu lui dois bien ça après l'avoir bloqué sur son bail. Chloé a laissé échapper un rire si sec et froid qu'il a résonné dans la pièce. J'ai regardé mes parents debout chez moi, exigeant que j'héberge l'homme qui avait ruiné mon mariage. Le piège était tendu, et il venait de s'y engouffrer. L'heure de me retenir était passée.
Je veux que vous imaginiez l'absurdité absolue de cette scène. Je me tiens dans le hall de ma propre maison, la maison que je paie, la maison que je partage avec ma femme, et planté juste devant moi se trouvent les deux personnes qui m'ont élevé. Me regardant droit dans les yeux pour exiger que je cède ma chambre d'amis à l'homme de 22 ans qui a violemment détruit ma réception de mariage. Ma mère avait les mains serrées l'une contre l'autre. Elle avait ce sourire plein d'espoir et écœurant plaqué sur le visage. Mon père déplaçait son poids d'un pied sur l'autre, regardant n'importe où sauf en direction de Chloé. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas crié. La colère en moi avait dépassé la rage pour se stabiliser en une clarté glaciale et absolue. J'ai regardé ma mère et j'ai posé une question très simple, est-ce que vous lui avez seulement dit qu'il avait tort? La pièce est devenue d'un silence de mort. Le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine semblait soudainement incroyablement bruyant. Le faux sourire de ma mère a vacillé. Ses yeux ont cherché de l'aide vers mon père. Lucas, tu dois comprendre, a commencé mon père d'une voix douce et apaisante, celle qu'il utilisait toujours pour cacher la poussière sous le tapis. Arthur est dans un état très fragile. Il a été submergé au mariage. Il ne voulait pas le ruiner. Il a juste eu un moment de dérégulation émotionnelle intense. Nous ne voulions pas en rajouter à sa culpabilité. J'ai fait un pas en avant. Je n'ai pas posé de questions sur son état émotionnel. J'ai posé une question par oui ou par non. Est-ce que l'un d'entre vous, à un moment quelconque ce dernier mois, s'est assis avec son fils pour lui dire que jeter une coupe de champagne, écraser mon gâteau de mariage et me hurler dessus devant la famille entière de ma femme était mal? Ma mère a avalé sa salive. Elle a serré la lanière de son sac en cuir. Nous lui avons dit que ses actions avaient des conséquences. Nous lui avons dit qu'il devait trouver un moyen de mieux gérer ses émotions. C'est pour cela qu'il a commencé ce podcast, Lucas. C'est thérapeutique pour lui. J'ai laissé échapper un rire sec et amer. Thérapeutique. Il calomnie publiquement mon nom, m'accuse d'abus financiers sur Internet, et vous appelez ça thérapeutique. Il n'a pas juste ruiné un gâteau. Il s'est pointé à mon mariage pour m'humilier, et vous venez ici me demander de le laisser vivre au bout du couloir de la femme dont il a détruit le jour le plus spécial. Il n'a nulle part où aller, a soudainement lâché ma mère, abandonnant complètement ses manières douces, sa voix devenant stridente et désespérée. Nous ne pouvons pas continuer à payer pour ce Airbnb de luxe qu'il a réservé. Il refuse de loger dans un motel bon marché. Il dit que ça déclenche son anxiété. Nous cédons financièrement pour essayer de lui garder un toit sur la tête. Tu as de l'espace. Tu as un excellent salaire. Tu es son grand frère. C'est ton devoir d'aider la famille quand elle est en difficulté. Le chantage affectif ultime était là, le scénario exact qu'ils utilisaient sur moi depuis que j'avais touché mon tout premier salaire. Ils s'attendaient à ce que je cède. Ils s'attendaient à ce que je baisse la tête, m'excuse d'être difficile et ouvre mes portes. Ils croyaient vraiment que j'étais toujours le distributeur de billets obéissant qu'ils avaient formé. Mais ils n'avaient aucune idée de ce que je savais. Ils ne savaient pas que Mathieu m'avait appelé quelques heures plus tôt. Ils entraient dans un champ de mine et je tenais le détonateur. J'ai croisé les bras et j'ai fixé mon père. Vous saignez financièrement, ai-je répété lentement, laissant les mots flotter dans l'air. Vous saignez de l'argent. C'est fascinant parce que j'avais l'impression que vous étiez complètement fauché. J'avais l'impression que vous viviez au mois le mois. N'est-ce pas ce que vous m'avez dit quand Arthur a démoli sa voiture et a exigé un Porsche? N'est-ce pas ce que vous me disiez chaque fois que son loyer était dû? Et vous pleuriez au téléphone, me suppliant de payer. Le visage de mon père a pris la couleur de la cendre humide. Il a cligné des yeux rapidement. Lucas, nous vivons au mois le mois. Tu sais que le prêt de la maison nous tue. Arrête de me mentir en face, ai-je dit, ma voix baissant d'un octave. La force de ces mots a fait reculer physiquement ma mère d'un pas. Je sais pour le fond. La réaction a été instantanée. Si j'avais sorti une arme sur eux, ils n'auraient pas pu avoir l'air plus terrifiés. La main de ma mère s'est portée à sa poitrine. La mâchoire de mon père s'est décrochée. Ils étaient totalement paralysés. Je sais pour le fond d'urgence, ai-je continué, enfonçant le clou, ne leur laissant pas une seconde pour formuler un nouveau mensonge. Je sais que vous avez payé ces $9 400 de scolarité universitaire de votre poche. Je sais que vous n'avez pas pris de prêt. Je sais que vous étiez assis sur une pile massive d'argent, la gardant comme un héritage sacré pendant que vous me regardiez faire des semaines de 80 heures.
Vous m'avez regardé vider mes propres économies. Vous m'avez regardé repousser mon mariage de 2 ans simplement pour que je puisse me permettre de sortir votre enfant chéri de ces catastrophes infinies. Cet argent est pour la retraite, a chuchoté ma mère, la voix tremblante. Nous avons travaillé dur pour cet argent. Nous ne pouvions pas le gaspiller. Alors vous avez gaspillé le mien à la place, ai-je répliqué. La colère brisait enfin la glace. Vous avez décidé que mon travail acharné ne valait rien. Vous avez décidé que mon argent était jetable. Vous m'avez utilisé. Vous m'avez manipulé pour financer son style de vie extravagant parce que vous étiez trop radin pour payer de votre poche et trop lâche pour lui dire non. Nous ne t'avons jamais forcé à payer quoi que ce soit, a protesté faiblement mon père, essayant de sauver un semblant de dignité. Tu as proposé de le faire. J'ai proposé parce que vous me manipuliez par la culpabilité. Vous avez menacé d'engager un avocat quand j'ai bloqué le portail du bail. Vous l'avez laissé parader dans un costume blanc pour ton anniversaire. Vous l'avez laissé lancer un podcast me traitant d'abuseur. Et vous êtes venu ici ce soir non pas pour arranger les choses, non pas pour vous excuser, mais pour déverser votre fardeau financier sur mes genoux parce que votre fonds d'études secret commence enfin à s'épuiser. J'ai regardé les deux. Je les ai vus exactement pour ce qu'ils étaient. Ce n'étaient pas des parents impuissants luttant avec un enfant difficile. C'étaient des facilitateurs qui avaient activement sacrifié un fils pour apaiser l'autre. C'étaient des lâches. Vous n'êtes pas venu ici pour arranger notre famille, ai-je dit, le dégoût me serrant la gorge. Vous êtes venu pour gérer votre propre embarras. Vous avez réalisé que vous ne pouvez pas contrôler Arthur, alors vous avez essayé de me contrôler moi. Ma mère s'est mise à pleurer, de vraies larmes cette fois, pas les larmes manipulatrices et théâtrales qu'elle utilisait d'ordinaire. C'étaient les larmes d'une femme qui venait d'être complètement démasquée. Lucas, s'il te plaît. Tu nous brises le cœur. Nous sommes tes parents. Non, ai-je dit en secouant la tête. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. J'ai attrapé la poignée en laiton et j'ai ouvert la lourde porte en grand. L'air frais de la nuit s'est engouffré dans le hall. J'ai pointé l'extérieur, sortez de chez moi. Mon père s'est redressé, tu nous jettes dehors? Tes propres parents? Pour de l'argent? Je vous jette dehors pour manque de respect, l'ai-je corrigé. Je vous jette dehors parce que vous avez élevé un fils qui croit que les conséquences n'existent pas et que vous vous attendiez à ce que j'en paie le prix. Si vous voulez continuer à financer sa vie, grand bien vous fasse. Mais ça ne viendra plus jamais de moi. Vous n'apportez pas son drama chez moi. Vous n'apportez pas vos mensonges dans mon mariage. C'est fini. Ils sont restés là pendant un long moment d'agonie. Ils ont regardé Chloé, espérant qu'elle interviendrait, espérant que la gentille et polie belle-fille adoucirait le coup. Chloé n'a pas scié. Elle s'est contentée de les fixer en retour, son expression dure comme de la pierre. Mon père a finalement attrapé le bras de ma mère. Il n'a pas dit un mot de plus. Il l'a simplement tiré vers la porte. Ils sont passés devant moi, la tête basse, sortant sur le porche. Ma mère a laissé échapper un sanglot bruyant en descendant les marches. Je n'ai pas ressenti une seule once de pitié. J'ai repoussé la porte. Le lourd cadre en bois s'est refermé. J'ai tendu le bras et j'ai verrouillé le verrou de sécurité. Le clic métallique fort a résonné dans l'appartement silencieux. C'était le son d'une finalité absolue. Les retombées de cette nuit furent étonnamment calmes. Ce ne fut pas une bataille explosive, ce fut simplement le retrait total de leur présence. Ils avaient enfin compris que je ne jouais pas. Je n'allais pas être celui qui réparait ce qu'ils brisaient, pas cette fois. Mais le podcast d'Arthur était toujours en ligne. L'épisode 2 est sorti quelques jours plus tard, entièrement axé sur les frères et sœurs narcissiques. L'épisode 3 s'intitulait « Quand ils vous font passer pour un fou ». Chloé et moi en avons d'ailleurs ri en préparant le dîner. Je refusais d'écouter l'audio, mais Mathieu, complètement investi dans l'affaire, surveillait la situation comme un faucon. Et ce qui s'est produit ensuite fut la forme la plus pure de justice poétique que j'ai jamais vue. Vous voyez, Internet adore les victimes, mais Internet est aussi incroyablement intelligent. Quand on étire trop la vérité, les gens commencent à remarquer les fissures. À l'épisode 4, Arthur manquait de plaintes vagues sur mon abus financier et commençait à se contredire. Dans un épisode, il prétendait que je l'avais forcé à vivre dans un quartier dangereux, dans le suivant, il se plaignait que l'appartement de luxe en centre-ville que j'avais co-signé n'était pas assez proche des bars branchés.
Les gens dans les commentaires ont commencé à poser des questions. Ils demandaient des détails. Arthur a géré la critique de la seule façon qu'il connaissait, il a piqué une colère. Il a commencé à s'en prendre agressivement à ses propres auditeurs dans la section des commentaires, les qualifiant de toxiques et bloquant quiconque remettait en question son récit. L'engagement a complètement chuté. Les vues ont dégringolé, mais le véritable coup de grâce est survenu un mardi après-midi. Antoine, le représentant de Serena, l'application de thérapie qui le sponsorisait, a apparemment examiné l'hostilité croissante dans sa section de commentaires. Les marques ne veulent pas être associées à des créateurs agressifs et incontrôlables. Mathieu m'a envoyé une capture d'écran. Arthur avait publié un coup de gueule furieux dans sa story Instagram. Il prétendait qu'il laissait tomber Serena comme sponsor parce qu'ils essayaient de censurer sa vérité. Nous savions tout ce que cela signifiait réellement, il l'avait abandonné. Le financement s'est évaporé du jour au lendemain. Sans mon portefeuille et sans sponsor d'entreprise, le podcast est mort d'une mort silencieuse et pathétique. Il n'a jamais publié l'épisode 5. Le silence numérique était absolument magnifique. Quelques jours plus tard, je me suis assis à mon bureau et j'ai sorti le contrat de location de notre appartement. Il nous restait 8 mois de contrat. J'ai regardé notre compte d'épargne. Sans Arthur pour vider constamment mes ressources, les chiffres semblaient incroyablement sains. Je suis allé dans le salon où Chloé lisait un livre. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai refermé doucement son livre. Nous avons besoin d'une pause, lui ai-je dit. Une vraie pause. Quelque chose de très loin, de chaud, qui n'a absolument rien à voir avec cette ville ou ma famille. Elle a souri, un vrai sourire authentique qui illuminait ses yeux. Où veux-tu aller? Aux Maldives, ai-je dit. C'était un endroit dont nous avions toujours parlé mais que nous pensions ne jamais pouvoir nous offrir. Partons, tout simplement. Célébrons notre mariage convenablement. Le lendemain matin, nous avons réservé 2 vols aller-retour en première classe pour les Maldives. Nous partions dans exactement 6 semaines. Pas de drama familial, pas d'appel d'urgence, juste une paix pure et inaltérée, le genre de paix que l'on n'obtient que lorsqu'on l'a enfin méritée. Les semaines précédant le voyage furent un vrai bonheur. Nous avons commencé à faire nos valises lentement, achetant de nouveaux maillots de bain, regardant les menus des restaurants sur l'île. Nous étions complètement coupés de mes parents. Mon père n'appelait jamais. Ma mère a envoyé un SMS générique un dimanche qui disait simplement « J'espère que vous allez bien ». Je l'ai supprimé immédiatement. Puis, exactement 2 jours avant notre vol, mon téléphone a vibré. J'ai regardé l'écran. C'était un SMS d'un numéro inconnu, mais je savais exactement de qui il s'agissait. C'était Arthur. Il avait acheté un téléphone jetable ou emprunté celui de quelqu'un d'autre simplement pour contourner mon blocage. Le message ne contenait aucun mot, c'était juste un unique emoji de feu. Pas de contexte, pas d'explication. C'était juste une tentative vague et pathétique de m'intimider, un rappel qu'il était toujours là, qu'il surveillait toujours, qu'il essayait toujours de me piquer au vif. J'ai montré l'écran à Chloé alors que nous étions dans la cuisine en train d'attacher des étiquettes à nos valises. Elle n'a pas scié. Elle n'a pas eu l'air inquiète. Elle a simplement scanné sa carte d'embarquement sur son téléphone, a levé les yeux vers moi et a dit 2 mots, laisse brûler. J'ai bloqué le nouveau numéro, jeté le téléphone sur le comptoir et fermé ma valise. Le dernier fil lâche était officiellement coupé. Nous sommes partis pour les Maldives un jeudi matin. Ce fut un voyage immense, traversant plusieurs fuseaux horaires, survolant des kilomètres d'océan profond et sombre. J'étais assis dans mon siège d'avion confortable, tenant la main de Chloé pendant qu'elle dormait contre la vitre. J'ai fermé les yeux et j'ai réalisé quelque chose de profond, pour la première fois de ma vie d'adulte, mon cerveau n'était pas en feu. Je ne faisais pas de calculs mentaux pour savoir comment couvrir les factures du mois prochain. Je n'attendais pas d'appel d'urgence. Je ne planifiais pas de mission de sauvetage. Mon esprit était simplement calme. Quand nous sommes enfin arrivés au complexe hôtelier, nous avions l'impression de poser le pied sur une autre planète. Notre bungalow était situé directement au-dessus de l'eau cristalline. On pouvait entendre le clapotis doux des vagues de l'océan juste sous les planches de bois. L'air sentait le sel et les fleurs tropicales. Il y avait un petit panneau en bois accroché au mur à l'intérieur de notre chambre, pas d'horloge. Laissez le temps vous appartenir à nouveau. Cela m'a touché bien plus que cela n'aurait dû.
Le temps ne m'avait jamais appartenu, mon temps avait toujours appartenu aux crises de ma famille. Mais ici, à des milliers de kilomètres du chaos, le temps appartenait entièrement à Chloé et à moi. Nous avons passé les 3 premiers jours à ne absolument rien faire. Nous avons nagé dans l'eau chaude. Nous avons bu des cocktails à midi. Nous avons lu des livres sur la terrasse. Nous n'avons pas parlé de l'incident du mariage. Nous n'avons pas prononcé le nom d'Arthur. Nous n'avons pas parlé de mes parents debout sur mon porche. Nous avons juste existé. Ce n'est qu'au matin du 4e jour que le silence a été rompu. Nous étions assis sur notre terrasse privée en train de prendre notre petit déjeuner. Le soleil brillait, l'eau était complètement calme et le seul bruit était celui de quelques oiseaux tropicaux au loin. Chloé a posé sa tasse de café, a regardé l'horizon et a posé une question de nulle part, « Tu penses qu'ils l'admettront un jour ?» Elle n'avait pas besoin de préciser de qui elle parlait, je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai réfléchi un long moment. J'ai pensé au visage en sueur de mon père dans le hall. J'ai pensé aux fausses larmes de ma mère. Non, ai-je dit honnêtement. Ils ne diront jamais les mots. Ils ne nous présenteront jamais d'excuses sincères. Chloé m'a regardé, l'expression douce. Est-ce que ça te dérange? Avant, oui, ai-je avoué. Je pensais que j'avais besoin qu'ils valident ma douleur. J'avais besoin qu'ils me disent, tu avais raison, Lucas, et nous avions tort. Mais en étant assis ici en ce moment, j'ai réalisé autre chose. Je pense qu'ils savent. Je crois sincèrement qu'ils savent exactement ce qu'ils ont fait. J'ai pris un morceau de fruit et j'ai regardé l'immense océan. Ils savent que c'est toujours moi qui nettoyais ces bêtises. Ils savent qu'ils l'ont laissé détruire notre mariage parce que c'était plus facile que de l'éduquer. Et ils savent sans l'ombre d'un doute qu'ils ne pourront plus jamais me solliciter comme ça. Ils doivent vivre avec le monstre qu'ils ont créé. Ils ne m'ont plus pour servir de tampon. C'est leur punition. Je n'ai pas besoin d'excuses, Chloé. J'avais juste besoin que ça s'arrête. Chloé a tendu le bras à travers la table et a serré ma main. Nous n'avons pas parlé d'eux pour le reste du voyage. Le fantôme avait été officiellement exorcisé. Nous sommes revenus aux États-Unis complètement régénérés. Nous étions des personnes entièrement différentes. Le poids lourd et étouffant des attentes de ma famille avait disparu, et à sa place se trouvait une volonté incroyable de construire notre propre vie. Le tout premier lundi de notre retour, j'ai pris une demi-journée de congé et je me suis rendu directement dans mon agence bancaire locale. Je me suis assis avec Clément, un banquier que je connaissais depuis des années. Je dois tout changer, lui ai-je dit. Clément a eu l'air surpris mais a hoché la tête. Nous avons passé 2 heures à fermer les anciens comptes, à en ouvrir de nouveaux et à changer chaque question de sécurité et mot de passe que j'avais utilisé. Je me suis assuré que le nom de jeune fille de ma mère ne figurait sur aucun document. J'ai coupé les tout derniers liens invisibles qu'ils avaient avec mon identité financière. Plus de demandes Venmo surprise. Plus de comptes joints datant de mes années de fac. Verrouillage absolu et complet. Quelques mois plus tard, Chloé et moi avons rompu notre bail de manière anticipée. Nous nous fichions de la pénalité. Nous avons pris nos économies croissantes et acheté une belle maison calme en banlieue, à près d'1 heure de la ville. Nous n'avons pas envoyé d'avis de déménagement. Nous n'avons mis à jour nos adresses sur aucun registre familial. Nous avons simplement disparu de leur radar. Par le bouche à oreille, Mathieu m'a finalement appris qu'Arthur était retourné vivre dans la maison exiguë de mes parents. Son podcast était mort. Sa petite amie Léa l'avait largué quand l'argent avait cessé de couler, et il travaillait actuellement à temps partiel dans un magasin d'articles de sport, complètement misérable. Mes parents piochaient apparemment lourdement dans leurs précieux fonds d'urgence simplement pour faire face à ces exigences quotidiennes. Ils étaient piégés dans une prison qu'ils avaient eux-mêmes construite. J'ai écouté les nouvelles de Mathieu, je l'ai remercié pour les informations, puis je lui ai demandé poliment de ne plus jamais évoquer ma famille. Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis ce jour de mariage. Nous ne parlons plus du gâteau écrasé. Nous ne parlons plus du champagne renversé. Cela ressemble à une anomalie étrange et lointaine dans une histoire qui ne nous appartient plus. Parfois, Chloé et moi nous asseyons sur notre nouveau grand Porsche. Nous buvons du bon vin, pas le vin bon marché que nous achetions quand j'économisais chaque centime pour les urgences d'Arthur. Nous regardons le Golden Retriever des voisins chasser les papillons de nuit sous les lampadaires. Le quartier est calme, il est sûr.
Nous parlons de choses réelles maintenant, nous parlons des livres que nous lisons, nous parlons de l'entreprise que Chloé prévoit de lancer l'année prochaine, nous parlons des endroits où nous voulons voyager. Cette ancienne vie, celle qui était remplie d'anxiété, de discussions de groupe, de prêts d'urgence et de manipulations constantes, elle ne me semble même plus être la mienne. On dirait un film que j'ai regardé il y a longtemps, un film que j'ai fini par éteindre. J'ai appris une leçon très dure ces dernières années. La société vous dit que la famille est tout, on vous dit que le sang est plus épais que l'eau. Mais parfois, les personnes qui partagent votre nom de famille sont précisément celles qui vous maintiennent la tête sous l'eau. Vous ne pouvez pas guérir dans l'environnement qui vous a brisé. Vous ne pouvez pas raisonner avec des gens qui bénéficient de votre épuisement. Parfois, quand quelqu'un craque une allumette et essaie de brûler votre vie, vous n'êtes pas obligé de rester là à combattre le feu. Vous n'êtes pas obligé d'être le héros qui l'éteint. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est simplement de tourner le dos, de vous en aller, de laisser le feu s'éteindre de lui-même et d'utiliser la distance pour enfin vous tenir au chaud.